Ok. Donc, donc vous avez dû entendre parler de Kubernetes déjà ce matin, mais qui l'a déjà utilisé dans cette salle? Ah, bah c'est bien, vous n'êtes pas nombreux. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, comme vous l'avez compris ce matin, Docker c'est génial, mais tous ces conteneurs, il faut les orchestrer. Ils se multiplient à travers nos clusters parce qu'on en a besoin pour chaque application qui va être déployée. Et ça devient très très difficile de s'en occuper à la main. On ne va pas aller vérifier constamment sur toutes les machines s'ils sont bien lancés. Quand une machine s'éteint, il va falloir les relancer ailleurs, reconfigurer la totalité pour que tout puisse continuer à communiquer. Kubernetes, il est là pour répondre à toute cette problématique-là. Et il le fait très bien. Donc, si par exemple, moi je suis un utilisateur et puis comme j'aime bien, je sais pas qu'est-ce que tu n'as pas distribué comme équipe? La Pologne? Voilà. Allez, la Pologne. Donc moi, je suis la Pologne. Donc, je vais cloner ce repository là. Je l'ai déjà fait. Hein. Et je vais commencer le step 00. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici, bienvenue. Pour commencer, télécharger le client Kubernetes. Alors le client Kubernetes, c'est quoi? Vous avez deux façons de communiquer avec Kubernetes, soit via une API en JSON, ou alors via un client qui vous est fourni qui s'appelle kubectl. Donc si je télécharge kubectl, donc là, ce script va... Je me suis trompé. J'ai dit que j'étais quoi, la Pologne, hein, c'est ça? J'espère qu'on a un réseau bon, oui c'est bon. Donc là, ce script-là, il fait quoi? Il télécharge le client et il le configure pour se connecter à un des clusters qu'on vous a distribué là. En l'occurrence, là, la Pologne. Voilà. Donc maintenant, j'ai kubectl et je peux voir que j'ai aucun pod qui tourne. Alors pour rappel, un pod, c'est une ressource dans Kubernetes qui constitue un ensemble de conteneurs qui ont besoin de fonctionner entre eux pour une application donnée. C'est dans les bonnes pratiques avec Docker de lancer qu'un seul processus à l'intérieur. Mais souvent, on n'a pas besoin que d'une seule chose. On a besoin, par exemple, de lancer un Nginx et de lancer à côté un petit outil qui va checker que ce Nginx fonctionne bien. Pour ça, on va du coup lancer deux conteneurs, et ces deux conteneurs, on va les mettre dans le même pod. Ils vont pouvoir du coup bosser conjointement. Et on sera sûr qu'ils se trouvent sur la même machine et qu'ils puissent correctement travailler. Nous, on va commencer par tout simplement déployer un Hello World. Alors à quoi il ressemble notre Hello World? Tout simplement, voilà, on a un pod. Vous voyez bien? Non, je vais augmenter un petit peu peut-être. Voilà. On a du coup un pod qui a un nom Hello World et à l'intérieur un conteneur dont le nom est Hello World et l'image de tout Hello World. Simple. Ce pod là, il expose le port 80 et sur la machine haute. Donc, je dis à Kubernetes de créer ce pod. Je lui dis prends cette ressource et crée-la. Et voilà, il m'a créé un pod. Si je regarde ce qui se passe, j'ai un conteneur qui est en train d'être créé et qui maintenant est running. Donc, au sein de mon cluster, là on est sur des clusters qui tournent c'est des clusters Google Container Engine, on vous en a parlé ce matin. Dans ce cluster, j'ai donc maintenant mon pod qui tourne. Si je regarde sur quelle instance il tourne, on va voir que c'est celui-là, celle-là. Alors bon, pour l'instant, il est quelque part, on lui a dit d'ouvrir son port vers l'extérieur. Donc certes, on peut y accéder en cherchant l'adresse IP de l'instance sur laquelle il tourne, mais c'est pas très pratique. Je vais le faire par exemple, si je recherche l'adresse IP de ma machine, en faisant ça là, en prenant ma machine ici, voilà, je vois que son adresse IP c'est celle-là. Et donc normalement, si j'accède à cette adresse IP, je tombe sur un Hello World. Génial, c'est super.
Sauf que, qu'est-ce qui se passe si demain, cette machine reboot? Un pod, il est juste là pour faire tourner un conteneur. Effectivement, si je le supprime, ce pod, Hello World, il n'y a plus rien qui marche, et Kubernetes ne le recrée pas. On va voir après comment on peut faire pour faire en sorte que Kubernetes gère cette haute disponibilité et me recrée automatiquement les pods dont j'ai besoin. Pour l'instant, on va le recréer parce qu'on en a quand même besoin. Et d'ailleurs, je vois que je suis le seul, hein, mais mon équipe est maintenant prête. Elle a créé son premier pod dans le cluster, elle est prête. Personne d'autre n'a réussi, vous pouvez peut-être voir parce que le réseau est super lent. Ah. 16%. D'accord, ok. Bon, on va attendre un peu, mais ça va aller. Donc il y a une USB Donc, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, finalement, de discuter plus facilement avec ces pods? Eh bien, Kubernetes a pensé à nous, et ils ont créé une notion qui est les services. Les services, à quoi ça sert? C'est une ressource à qui on va dire, voilà, moi, j'ai un certain nombre de pods dans mon cluster, et tous les pods qui sont de type Hello World, eh ben, tu vas taper dessus. Donc ce service, par exemple, on lui dit, voilà, je veux chercher tous les pods qui ont comme label, on va voir qu'on peut labelliser les pods, qui ont comme label démo Hello, et chaque fois que Kubernetes va en voir un, quand on va accéder sur le port, là je lui ai dit d'accéder au port 30 000, quand on va accéder au port 30 000, il va taper sur un des pods qui a ce label Hello. On va essayer. Alors, je vais supprimer les anciens d'abord, pour bien montrer que ça fonctionne. Donc si je crée le service, bon, et le service, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah attention, vous avez exposé le port 30 000 sur internet, il faut ouvrir les firewalls. On l'a fait au préalable, mais chez votre cloud provider, vous allez aller dans la configuration réseau et ouvrir le port qui va bien. Ce service, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est disponible sur tous les nœuds. On n'a plus besoin maintenant d'aller regarder sur quel nœud tourne ce pod, parce que quelque part, dans la vraie vie, on s'en fiche de savoir sur quel nœud il tourne. Cette fois, ça tourne partout. Donc pour l'instant, si effectivement je vais là-dessus et que j'essaye d'y accéder au port 30 000, ça ne va pas marcher. Forcément, j'ai rien derrière. Mais si je crée mon Hello World, qu'est-ce qui se passe? Là, ça marche. Donc maintenant, quel que soit le nombre, si je pourrais en créer 3, 4, 5, 6, 10 des Hello World, tant qu'ils ont à l'intérieur de leur pod, je vais vous montrer là, tant qu'ils ont ce label démo Hello, le service va taper dessus. Alors, c'est génial, mais on a toujours notre problème de qu'est-ce qui se passe si ce pod-là est détruit. Parce qu'il faut savoir que dans Kubernetes, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais une fois qu'un pod est attaché à une machine, si la machine tombe et qu'elle ne revient jamais, ce pod n'est jamais relancé. L'Albanie rentre en course. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource intéressante de Kubernetes, qui est les contrôleurs. Alors, qu'est-ce qu'un contrôleur? Un contrôleur, c'est finalement, si vous regardez attentivement, c'est comme un pod, sauf qu'on lui a dit ici, tiens, moi, je veux toujours au moins 2 instances de mon pod démo Hello. Alors comment lui, il sait comment créer ou supprimer des instances pour maintenir ce nombre de 2? On va lui définir un template. On va lui dire, voilà comment je crée mon pod, démerde-toi pour toujours en avoir 2 qui tournent dans mon cluster. Intéressant. L'Espagne arrive également. Donc, si je crée ce Hello World Controller, qu'est-ce qui se passe? Je devrais avoir combien de pods qui se créent?
2, 1, 1. Pourquoi 1? Effectivement, j'en ai qu'un qui se crée, parce que lui, ce qu'il attend, c'est d'avoir deux pods qui ont comme label des mots Hello. Et le Hello World que j'avais déployé précédemment avait déjà ce label-là. Donc lui, il a dit, j'ai déjà un pod qui existe, je vais juste en créer un nouveau, et ils se démerderont. Et effectivement, maintenant, si je vais sur le Hello World, ah, là, je suis tombé sur le deuxième, par exemple. Je suis plus sur le premier, je suis sur le Hello World Controller X9 RAQ. Il génère un nom aléatoire. Qu'est-ce qui se passe si je supprime ce pod? Et ben c'est pas grave. Je retombe sur le premier. J'ai pas eu d'interruption de service. Pourquoi? Parce que le service que j'utilise pour accéder à ce pod, lui, il existe toujours et il va bloquer la requête de l'utilisateur tant qu'il n'a pas quelque chose en face. Si je regarde, effectivement, il a dû m'en recréer un. Et si je supprime bien sûr, mon Hello World, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais effectivement en avoir un deuxième qui se crée et qui est disponible. Avec un peu de chance, voilà, je tombe dessus. Donc, grâce à ça, maintenant, on a de la haute disponibilité. On a de la haute disponibilité parce que si j'ai une machine qui tombe et qu'il y a un pod dessus, eh ben, il va être relancé ailleurs. On a du scaling. Parce que si demain, je décide de ne pas en avoir 2, mais 50, je lui dis j'en veux 50 et j'en ai 50 qui se créent. Et depuis les dernières versions de Kubernetes, on a même de l'auto-scaling parce qu'on peut même lui dire bah moi j'en veux au moins 3. Mais si tu trouves qu'il n'y a pas assez de CPU, enfin que le CPU est trop utilisé et qu'il faudra en rajouter, bah rajoute-en moi. Ma limite c'est 100 par exemple. Si on regarde ici, ah bah la Slovaquie, la Belgique et la Suisse sont là. Slovaquie, je ne sais pas qui c'est, mais en tête pour l'instant. Moi, il me dit qu'il me manque 9 joueurs, 9 pods, pour vraiment entrer en jeu. J'en ai que 2 pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais regarder ce Replication Controller là. Je vais voir qu'effectivement, j'en ai 2 de demandés, parce que c'est ce que j'ai mis dans mon template. Mais, si maintenant, j'en veux 11, parce que dans une équipe de foot, il y a 11 personnes. Alors, on m'a dit ça tout à l'heure, je croyais qu'il y en avait 12, mais bon. Si je lui dis maintenant je scale ce Replication Controller là, et dire voilà, je veux comme réplica 11. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'en ai bien 11, et si je regarde mes pods, j'en ai 11 qui sont en train d'être créés. Et qui sont tous running. Donc désormais, ici, j'ai bien mes 11 joueurs, et surtout, eh ben, je sais que si demain, parce que j'ai décidé de ne pas faire d'auto-scaling et de faire ça manuellement, j'ai beaucoup de visites qui vont arriver sur mon site, bah, je scale. Je dis maintenant, t'en mets 50, 100. Et puis, si vous êtes chez Google, par exemple, et qu'il n'y a pas assez de machines pour gérer les 11, bah, c'est pas grave. Google il va vous ajouter des machines dans votre cluster. Et quelque part, finalement, bah, une fois que vos replication controllers, vos services sont bien configurés, vous n'avez plus à vous occuper de la charge. Si Kubernetes pense qu'il vous faut plus de pods, il vous en mettra plus. Et si Google pense qu'on ne peut plus mettre de pods dans votre cluster, il va vous augmenter le nombre de nœuds. Alors, ça avance là. Il n'y a que 11 joueurs. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un copier-coller. Faut en enlever un là, pour aller à l'étape suivante. Alors maintenant, ça c'est bien beau, mais comme il est capable de créer et de supprimer comme ça des pods pour toujours maintenir un état, pourquoi ne serait-il pas capable d'ajouter et de supprimer ces pods de manière intelligente pour passer d'une version à une autre? On appelle ça du rolling update. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, j'ai une nouvelle version à déployer. Et ben, je change l'image. Et puis progressivement, il va me supprimer des pods, en mettre des nouveaux, attendre que les nouveaux soient prêts. Et de façon invisible, le client va être sur une nouvelle version en quelques minutes, sans même s'en apercevoir. Et si jamais Kubernetes voit que les pods n'arrivent pas à démarrer, il s'arrête, il ne continue pas, et moi je peux annuler la tâche, et puis du coup revenir vers mes développeurs et leur dire bon les gars, vous déconnez, vous m'avez fait une livraison qui ne marche pas. Donc c'est ce qu'on va essayer.
Et puis par la même occasion, vous avez remarqué que là, aujourd'hui, quand je veux accéder à mon service, je tape sur le port 30 000. Ce qui veut dire que ce nœud-là, ça c'est l'adresse d'un de mes nœuds. Qu'est-ce qui se passe si ce nœud-là il tombe? Tous les gens là, quand je vais avoir configuré mon nom de domaine, chaque fois que le gars va taper google.fr, il va tomber sur ce nœud-là, puis ça ne marchera pas. Non, dans l'hypothèse que je suis Google. Mais bon. Non, c'est pas bien. Ce qu'il nous faudrait derrière, c'est un load balancer. Et bien ça tombe bien, parce que Kubernetes, même si c'est une technologie qui est capable de fonctionner en bare metal, sur de l'Amazon, sur du Google, sur du OpenStack, enfin sur ce que vous voulez, il gère la notion de service de type load balancer. Et ce service-là, il ne va pas créer un HA proxy dans votre cluster. Non, il va aller communiquer avec Google Compute Platform dans notre cas, pour dire, moi je veux un load balancer qui soit sur tout mon groupe d'instances Kubernetes. Et comme ça, si je tape sur cette adresse-là, je vais toujours à l'arrivée atteindre une machine qui est en route, et qui, elle, parce que c'est un service Kubernetes, va savoir rediriger correctement la requête vers le pod le plus approprié. Donc si on fait l'exemple, je vais créer du coup ce Euroservice. Donc ça va être un service en plus. Si je regarde ici mes services, je vais trouver mon Hello Service de tout à l'heure, qui est donc un service de type Node Port. Il y a 3 types de services. Les services de type Cluster IP, qui sont les services par défaut, qui permettent de discuter à l'intérieur du cluster. Comme ça, je peux avoir une base de données d'un côté, enfin un cluster de, je sais pas moi, un cluster de MongoDB d'un côté, un cluster de Node de l'autre. Chacun, il discute avec des services. Et puis, je vais avoir un service de type Load Balancer, qui lui est un service externe, et qui va permettre aux gens d'accéder à mon cluster. En l'occurrence, le Euroservice, c'est un service load balancer. On voit qu'il n'a pas encore d'external IP. Mais si je réitère un petit peu, on va voir que dans peut-être une minute, le temps que le load balancer de Google se crée, je vais avoir un load balancer avec une adresse IP externe et je vais pouvoir taper dessus. Et je n'ai plus besoin de spécifier le port 30 000. Parce que je lui ai dit, dans mon service, c'est step 4, dans mon service, je lui ai dit que le port sur lequel je veux accéder, c'est 80. Voilà. Donc lui, il sait qu'il veut un service sur le port 80, qui va taper sur tous les pods qui ont comme label démo euro sur le port 80 du pod en question. Voilà, donc là j'ai une external IP. Et donc magie, ça ne marche pas. Ah oui, c'est normal que ça ne marche pas. Vous auriez dû me le dire, vous n'êtes même pas étonné. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que j'ai pas de pod derrière avec comme label démo hello. Je ne l'ai pas encore créé. Là, je vais le créer. Je vais créer mon deployment. Alors, je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble un deployment. Ça ressemble à ça. Alors, c'est quasiment similaire à un application controller, finalement. Il n'y a rien qui change là. Pourquoi? Parce que finalement, la différence, c'est une extension qui est fournie, qui se base sur les mêmes composantes que le replication controller, mais qui, elle, ajoute juste des fonctionnalités de type running update, de type, il y a différentes stratégies, il y a du replace aussi pour dire, j'arrache tout, je remets la nouvelle version, enfin, voilà, qui gère des vrais déploiements logiciels. Tout le monde n'en a pas besoin. Moi, pour une base de données, je ne fais pas ça. Je ne fais pas un deployment, ça n'a pas de sens. Mais pour une application, c'est utile. Je vais déployer mon application. Et ici, on va voir, vous vous rappelez, quand je faisais get replication controller, j'avais juste le nombre de replication controller dont j'ai besoin et le nombre courant. Maintenant, avec mon deployment, j'ai le nombre dont j'ai envie, le nombre courant, le nombre qui sont à jour et le nombre qui sont disponibles. Pourquoi il n'y en a pas 2 qui sont disponibles là tout de suite? Parce que déjà, il faut qu'il récupère l'image, il faut qu'il lance le conteneur, ça prend un certain temps. Mais là, ils sont running, et pourtant, ils ne sont pas ready. Pourquoi? Parce que, si vous avez fait attention, j'ai rajouté une readiness probe. Parce que, qu'est-ce qui se passe si des pods se créent, et vous savez que, genre, imaginons que vous avez une application Java. L'application Java, elle met, elle met 30 secondes à se lancer, et puis le service, lui, il n'en sait rien que votre application est prête ou pas. Donc il va taper dessus, puis votre client, quand il va arriver sur la page web,
Il va se dire, bah merde, il n'y a rien qui marche. Et donc pour ça, il existe deux types de probes, les readiness probes et liveness probes. Les readiness probes sont là pour tester régulièrement l'état du pod et dire à Kubernetes, ok, ça y est, c'est bon, c'est initialisé, tu peux commencer à m'envoyer des requêtes dessus. Et les liveness probes sont là pour dire, oula, mais mon application, elle va plus correctement, détruis-moi ce pod, fais-en-moi un nouveau. Enfin, en l'occurrence, non, il détruit pas le pod, il redémarre le conteneur. Mais fais-moi, redémarre-moi les services qui ne fonctionnent pas correctement. C'était pas moi l'Albanie? Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai cru qu'on m'avait usurpé mon équipe, quoi. Et ils sont forts l'Albanie, ils sont arrivés loin. Ils sont arrivés loin. Ils bloquent tous un petit peu à la version 2. Hein. Moi je dis ça, bon. Ah, ça y est. Alors, donc, nous maintenant, ce qu'on va tester dans notre readiness probe, c'est juste qu'on peut accéder à slash, donc à la page web de l'application. Et on lui a dit, attends quand même 10 secondes au début pour ne pas faire des health checks sur un truc qui de toute façon ne marchera pas. Et là, ce qu'on voit, c'est effectivement qu'ils sont prêts tous les deux. Donc si je vais sur mon site, tatin, et là, du coup, je peux rejoindre l'équipe. Oh là là, j'ai baissé dans le classement. Je peux rejoindre l'équipe, donc je suis Pologne, moi, et marquer des buts. Bon, voilà. J'essaie de remonter un peu, c'est quand même moi speaker, une légitimité à avoir. Bon, seulement, on est d'accord que, enfin, moi, un développeur, il me rend une application comme ça, je lui fous 3 claques et il recommence sa copie. On va faire un truc un peu plus joli. Donc il travaille pendant 1 ou 2 heures, et puis il me dit, bon c'est bon, j'ai la V2. On va dire, ok, bon, on va déployer ta V2. Donc je vais lui dire, bon bah, j'édite mon deployment. Alors voilà, là j'ai ce qu'on a vu tout à l'heure avec quelques champs en plus que rajoute Kubernetes à la volée. Et je vais lui dire, ouais, bon, ok, tout ça c'est bon. Bon, maintenant l'image veut plus la V1, du coup, je vais mettre la V2. Très bien, fine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir qu'il est en train de créer des pods en plus. Il va récupérer du coup la nouvelle version. J'ai toujours l'ancienne qui tourne là. Hein. Ouais, ça marche toujours, hein, ma merde là. Toujours bon. Hein. Et tant qu'ils vont pas être ready, moi je vais être sur l'ancienne version. Ce qui va quand même pas me mettre sur une version qui est toujours pas définitive. Et là, voilà. Là, il y en a un qui est ready. Donc, il m'a détruit l'ancien. Il me met sur la nouvelle version. Et là, j'ai un truc un peu plus sympa. Puis comme j'aime bien... C'est quoi? C'était la Pologne. Voilà. Maintenant, je peux rejoindre mon équipe et avoir un truc un peu plus joli et marquer des buts. Bon, un peu plus joli, j'ai dit. Hein. Il avait qu'1 heure, le développeur. Et donc là, on a vu que finalement, on a déployé une nouvelle application sans rien arrêter. Et puis, comme je suis un mec qui est un petit peu rageux parce que mon PO, bah voilà, il m'a demandé de faire une nouvelle appli, il m'a dit que c'était de la merde et qu'il m'a laissé les accès routes. Et ben, je vais détruire des machines puis on va voir ce qui se passe. Hein. Donc, je vais commencer déjà par rajouter plus d'instances histoire de. Alors, quoique même pas, parce que sinon ça risque de faire marcher l'application alors que j'ai tout redémarré. Donc on va killer des instances. Elles sont où? Ils sont où ces pods? On va voir où ils sont. GKE finit par MSLS. Ok, bon bah on va la prendre celle-là. On va la supprimer. Ça va lui faire du bien. Alors. Voyons voir. Si j'arrive à avoir un réseau à peu près correct. Hein. Ouais. Ah bah tiens, il est là. On va le prendre. Et puis même, on va même supprimer le deuxième. C'est lequel le deuxième? 0D. En plus, il y en a plein dessus. Voilà. Allez, on supprime ça. Donc je supprime carrément les instances. Alors bon, forcément, hein, Google, je lui ai dit que je voulais 3 instances. Donc il va me les recréer. Mais en attendant... Ah! Ils sont passés en completed tout cela. Pourquoi?
Eh ben, parce que l'instance, elle n'existe plus. Donc forcément, il y en a plus aucun de ready. Alors j'ai été méchant parce que j'en ai supprimé deux qui sont, enfin j'ai supprimé les deux qui étaient disponibles. Donc forcément là, voilà, je suis méchant, il n'y a plus rien qui tourne. On est d'accord. Mais dans un monde idéal, j'en lance pas deux, j'en lance 4-5. Parce que de toute façon, je vais pas mettre tout le monde sur les mêmes. Donc j'en ai forcément un. J'ai pas toutes mes machines du cluster qui vont tomber. Si j'en ai une qui tombe, le reste continuera à fonctionner parce que les autres ils sont toujours là. Donc mon service il va le rebalancer au bon endroit. Mais comme il a vu quand même qu'elles sont supprimées, et là qu'est-ce qu'il fait? Il m'en crée quand même un nouveau. Il en a un running, il va attendre quand même les 10 secondes que le conteneur soit bien prêt. Et d'ailleurs, notre ancien service, lui, fonctionne toujours. Il n'est jamais tombé de running parce qu'il y a un dernier nœud sur lequel il y avait un service qui tournait. Et donc, tous les utilisateurs vont être redirigés sur celui-là. Et du coup, si je retourne dessus, voilà, je peux de nouveau aller en Pologne et marquer des buts. Et donc... si seulement l'Espagne avait fait la même chose. Hein. Elle est où la France là? Elle est même pas dans le classement. Hein. Vous auriez pu distribuer au moins les finalistes. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, et donc je vais mettre ça. Hein. Voilà, pour que vous puissiez kiffer un peu le truc. Et donc tout ça pour dire que les conteneurs c'est génial, mais si on n'a pas un bon orchestrateur derrière, ça sert à rien. Si, oui, ça sert à lancer des jobs Jenkins, je suis d'accord, j'aime bien, je fais ça aussi. Hein. Sauf que un job Jenkins, il dure 10 minutes, puis il s'arrête, et puis l'application est prête. Là, on parle de conteneurs qui ne doivent pas rester en vie toute leur vie. Hein. Un conteneur, par définition, c'est éphémère. Mais en tout cas, ce qui tourne à l'intérieur, ça doit constamment être disponible, même si votre cluster crash, s'il y a trop de demandes. C'est ça le but des conteneurs, c'est de lancer rapidement des applications et de les manager assez vite pour qu'il n'y ait jamais d'interruption de service ou pour qu'il n'y ait jamais de manque de capacité ou quoi que ce soit. C'est effectivement ce que fait Google depuis des années en interne, ils nous l'ont dit tout à l'heure. Hein, quand vous ouvrez votre boîte mail, il y a un conteneur qui se crée derrière. C'est vrai que pour eux, avec toutes les applications qu'ils ont et puis tous les utilisateurs qui se connectent, c'est quand même vachement plus facile de dire moi je vais m'installer 100 000 machines et j'installe juste leur, comment ils appellent ça, borglette sur chacune des machines, puis après c'est des conteneurs qui se lancent et puis voilà, je ne m'occupe plus de rien. Vous imaginez s'il devait avoir des administrateurs système qui sur chaque machine vont installer l'OS, passer des playbooks ou des... Moi j'aime bien Ansible donc je parle des playbooks, mais enfin, c'est impossible à leur échelle. Et il n'y a pas de raison, maintenant qu'il y a Docker et Kubernetes et Swarm et autres qui sont là, il n'y a pas de raison pour que nous aussi, on puisse profiter de ces technologies-là et ne pas se retrouver avec des sites qui plantent chaque fois qu'il y a deux personnes qui parlent sur Capital, quoi. Ouais. Je suis pas trop fan de foot, hein, malgré que j'ai fait une application comme ça, mais si les buts passaient aussi vite, je regarderais un petit peu plus souvent. Alors maintenant, je vous signale qu'il y a un autre exercice. Hein. Il y a l'exercice numéro 5. Parce que là, jusque-là, c'était facile, hein, il suffisait presque de faire du copier-coller. Hein. Donc l'exercice numéro 5, c'est quoi? C'est comment on peut déployer quelque chose d'un peu plus complexe, style un Ghost par exemple, un blog. Alors un blog, c'est facile comme tout à déployer. À la limite, je prends... je peux le faire, hein. Mais je vais sur le hub de Docker, je regarde Ghost official. Qu'est-ce qu'il faut pour déployer un Ghost? Ah bah il faut juste lancer un Docker run de Ghost. Ok, on va commencer à faire ça par exemple. Je suppose qu'on n'aura pas de persistance, mais ça on va voir ça après. Donc il faut juste lancer un Docker run. Qu'est-ce que c'est quoi exactement la commande là? Docker run name some ghost image ghost. Ok, bon, on va faire ça. Mais on va le faire avec Kubernetes. Alors jusqu'ici, je vous ai montré comment utiliser les fichiers YAML de description de Kubernetes. On va utiliser le client, parce que le client, pour lancer des trucs simples comme Ghost, c'est facile. Donc, si je fais, ici, quand je fais kubectl, on va voir que j'ai tout un tas de trucs. Puis j'ai un kubectl, ça vous rappelle quelque chose? J'ai un kubectl run. C'est cool ça. Je vais faire un kubectl run. Qu'est-ce qu'il lui faut le run? Bah pas grand-chose. Il lui faut l'image, il lui faut le nom. Lui, il va me faire derrière un replication controller, tout ce qu'il faut.
Donc il lui faut quoi? Le nom, l'image, la commande à la limite. Nous, il n'y a même pas de commande à mettre, je crois. Hein. C'est juste je run Ghost. Donc on va faire OK. On coupe CTL, run, Ghost, image, Ghost, pardon, Ghost. Et puis je crois qu'il y a un port quand même qui est exposé, qui est le port, si je ne me trompe pas, je ne sais plus où je l'ai mon Ghost. C'est quoi? C'est le port 2368. Mais qu'est-ce que c'est comme port ça? Bon, 2368. Ok. Donc le port 2368. Si je fais ça. Ah, j'ai un deployment. Ouais, il me fait des deployments quand je fais run. Parce que bon, bah comme ça, tant qu'à faire, je peux mettre à jour des images. C'est une bonne pratique. Puis je suis sûr que mon pod, il sera toujours là. Donc si je regarde mes pods, ah bah j'ai bien un ghost qui est en train de se créer. Tant mieux. Mais ce ghost là, maintenant, bah il faut pouvoir y accéder. Pas de problème. Si vous n'avez pas envie de faire du YAML, rien ne vous empêche de faire un expose. J'expose. J'expose mon deployment Ghost avec comme type un load balancer. Comme ça, j'aurai une adresse IP publique, tape dessus. Et puis bah le port de mon load balancer, je vais mettre 80 parce que moi je trouve que leur truc c'est un peu. Et le target port, donc le container port, pardon. Container port, c'est pas ça. 23 quoi? 2368. Service Ghost expose. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai mon pod qui tourne, très bien. Et dans mes services, eh ben, j'ai un Ghost. On va attendre une minute et on va voir qu'en 2 commandes, finalement, j'ai déployé un Ghost qui est hautement disponible. Maintenant, bon, s'il s'arrête, je vais perdre mes données. Alors, comment ils font Docker hein, dans ces cas-là? Ils font quoi? Ah, ils montent varlib Ghost pour garder les données. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas vue dans Kubernetes. Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Pour l'instant, j'ai juste déployé des petites applications statiques, c'est facile quoi. C'est un peu comme expliquer un langage en faisant un print hello world quoi. Et ben, les volumes, il sait les gérer. Et puis, comme Kubernetes il est fait pour fonctionner chez différents cloud providers, là on est chez Google. On va créer un conteneur Google, enfin un volume Google, et on va lui dire utilise ce volume pour mettre mes données Ghost. Donc, je vais dans mes volumes. Alors ça oui, il le fait pas automatiquement. Dommage, mais bon, comme ça. Donc je vais créer un disque que je vais appeler disque Ghost. Voilà. On va le mettre dans la même région, hein, tant qu'il y a à faire. Puis on va mettre 10 gigas parce que moi j'aime bien écrire des articles. Je sais pas ce que c'est que ça, image source. Non, c'est un... Ok. Voilà, donc on a un truc qui s'appelle Ghost. Et puis on va dire à Kubernetes. Alors déjà, est-ce qu'on peut accéder, j'ai plus que 4 minutes, mais est-ce qu'on peut accéder... Personne n'a besoin d'aide là d'ailleurs? Non? Bon, ok. Est-ce que je peux accéder au Ghost là déjà? Ah ouais non, ça marche pas, c'est dommage. On va dire, bon, de toute façon on n'a plus que 3 minutes donc ça vous savez que ça fonctionne d'habitude. On va dire à Kubernetes j'édite mon deployment Ghost. Alors il a un conteneur là, mais je vais lui dire, moi je veux un volume aussi. Alors je vais lui dire ici, dans les specs, que j'ai un volume, des volumes. J'en ai un qui s'appelle Ghost. Puis c'est un volume de type GCE Persistent Disk. Alors, si vous m'en voulez pas, j'ai pas envie de me tromper à 3 minutes, donc je vais copier-coller la syntaxe. Hein. Et comme ça, vous verrez tout ce qui est supporté. Il y a tout un tas de volumes quand même qui sont supportés. Nous, on va GCE Persistent Disk. Pas vraiment envie de me tromper sur ce coup-là. Donc, je vais lui mettre... Putain, plus de 2 minutes. Je vais lui mettre ça. Hop. Et merde. Name. Post. 2 minutes.
Ok, et je l'avais appelé Ghost également. Parfait. Et je vais dire, ah bah tu vas le monter dans mon conteneur. Dans, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Varlib Ghost, c'est ça? Donc le nom c'était Ghost. Varlib Ghost. Ah, ça a marché. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir qui va me créer un nouveau Ghost. Et si je regarde dans ce nouveau Ghost, eh ben on va voir qu'il a un volume qui s'appelle Ghost, qui est un volume Google, qui est en ext4, partition 0, qui n'est pas en read-only, et qui est monté sur Varlib Ghost. Alors, il ne l'affiche pas là-dedans, mais qui est monté sur le Varlib Ghost. Et mon conteneur, on va regarder, mais il tourne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, du coup, maintenant, bah voilà, aujourd'hui, vous avez un Ghost qui tourne, qui se redémarrera, qui se rattachera au bon volume Google au cas où il tombe pour garder vos données. Et finalement, je l'ai fait en quoi? 3-4 lignes de commande. C'est quand même super avantageux. Si vous voulez qu'on aille plus loin, et qu'on voit vraiment des aspects plus compliqués, que vous puissiez vraiment travailler avec, jouer, et si vous avez des problèmes, vous faire aider. La semaine prochaine, on organise un atelier où on ira vraiment en détail. On verra comment déployer une application de A à Z, y compris en ayant un système de rolling update automatique dès que quelqu'un fait un commit ou dès qu'on décide que l'application passe en production. Vous verrez comment on fait de la haute disponibilité. Parce que là, on est chez Google, donc la haute disponibilité, bah, elle est là nativement, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Bref, vous allez apprendre tout un tas de choses, donc n'hésitez pas. C'est sur Eventbrite, ça s'appelle Kubernetes, je sais plus, Hands-on Kubernetes, et c'est offert par WeScale. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais remettre le score global. Oui. Si c'est des conteneurs, par exemple, Apache, pour l'application, est-ce qu'il y a des applications de ces sortes des conteneurs, par exemple? Alors, si c'est un conteneur Apache, est-ce qu'il y a? Si c'est un conteneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. les gens qui sont sur un des conteneurs, le conteneur s'arrête, est-ce qu'il est automatiquement redirigé vers un conteneur? Est-ce qu'il y a persistance de session? Alors, les services, moi j'ai montré des services avec très peu de propriétés, mais les services ont une propriété qui s'appelle Session Affinity, qui permet de dire si la personne reste toujours sur le même pod ou s'il change à chaque fois. Et pour l'instant, la stratégie, je crois que la seule stratégie qu'il y a, c'est Client IP. Je crois que c'est Client IP, ou il y en a peut-être une deuxième. Mais oui, il y a moyen de faire du sticky session. Et si jamais le pod se détruit, oui, il va être redirigé ailleurs. Après, comme là, on parle de conteneurs, Docker et compagnie, normalement, on parle d'applications qui sont faites pour être cloud native et donc stateless. Donc on est censé après gérer ce cas-là et dire, OK, bah, t'as changé, certes, mais je vais aller récupérer ta session ou autre. Enfin, voilà. C'est ça l'applicatif après. Oui. Montée de version, on remplace une version par une autre. On a deux versions live dans les conteneurs Ouais. parallèles. Est-ce qu'il y a plusieurs stratégies Oui, il y a plusieurs stratégies. Là, j'ai monté donc, la stratégie par défaut qui est Rolling Update, mais il y a une stratégie Replace qui du coup va tout virer et mettre la nouvelle. Il y a aussi la possibilité de mettre en pause. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple du AB deployment. Vous pouvez dire j'ai un service qui tape sur l'ancienne, un service qui tape sur la nouvelle, je déploie et en fait finalement les gens sont toujours sur l'ancienne. Moi je teste la nouvelle. Si ça marche, je lui dis continue. Si ça marche pas, je lui dis rollback et il revient à l'ancienne version et personne n'y a vu que du feu. Pour les anarchiques au CLI, est-ce qu'il y a une interface visuelle web? Alors, il y a tout un tas d'outils qui se sont créés autour. Il y a un dashboard qui est fourni officiellement par Kubernetes. Je pense que je peux vous le montrer, mais là, on n'a plus de temps. Il y a des outils de monitoring, il y a des outils de monitoring de log, de monitoring de stats, etc. Il y a Tectonic, qui est une solution proposée par CoreOS, qui permet, avec une interface visuelle, de créer des pods, etc. Il y a RancherOS, qui a développé dans sa dernière version une interface également visuelle pour déployer un cluster Kubernetes en un clic et le gérer. Par contre, pour l'instant, je ne crois pas que c'est achat, sauf erreur de ma part. En tout cas, quand j'ai testé, ça ne l'était pas. Pour information, ça pourquoi c'est du live, c'est RuffingDB qui est derrière. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, essayez, c'est super bien. Et puis, voilà, d'autres questions ?
Là, tu as montré que la mise à jour applicative, ça se passait super bien. Ouais. En général, une mise à jour applicative va être. Potentiellement, ça accompagné d'une mise à jour du modèle de données qui est derrière. Est-ce que Kubernetes offre des choses pour faciliter? Alors la migration du modèle de données, c'est toujours un gros problème, encore aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé chez des clients qui font ça, qui ont ces problématiques-là. Très clairement, en général, ce qu'on fait, c'est du coup plutôt on utilise la stratégie replace. Et donc, on utilise la stratégie replace deployment, pas du AB deployment. Donc en fait, on crée la nouvelle version à côté. Une fois que tout fonctionne, enfin on la déploie, une fois que tout fonctionne, et ben on se dit ok, on est prêt. On redirige le service vers le label des pods version 2. Je ne l'ai pas montré, mais quand on modifie un service, on peut lui dire maintenant c'est plus le label démo, mais version 2 par exemple. Et puis on arrache l'ancien. Bah, on pourrait le faire parce que finalement, nous dans nos cas, on a deux bases de données à un moment donné avec la nouvelle version, avec l'ancienne version. Donc on pourrait faire coexister les clients sur les deux. Le problème, c'est qu'en général, les applications qui ont des bases de données lourdes, qui ne sont pas capables de migrer à la volée et tout, nécessitent parfois même de faire un moment de maintenance de downtime. Donc moi, j'ai pas été face à une situation où on pouvait raisonnablement faire coexister les clients sur les deux plateformes, justement à cause de ce problème de base de données. Parce que les changements qui sont effectués sur le premier, après il faut les répercuter sur un deuxième. D'autres questions? Non? Bon, je déclare l'Espagne vainqueur de ce tournoi, suivi de la Belgique et du Pays de Galles, puis bah moi, je vais changer de pays, quoi. Voilà, je te remercie.